Jean-Marie Paillet a fait la recherche de tous les smaragdos ou smaragdus de l'Empire. Et donc, on voit bien que de l'Égypte, où il y a des exploitations d'émeraudes, au Latium et à la région de Rome, où les smaragdos sont aussi présents dans le commerce, il y a une continuité, il y a une familiarité, donc il y a un continuum. Ça tient la route. C'est relativement rare d'avoir des documents qui permettent relier des personnages à une activité minière, puisque bon, Smaragdos, émeraude, ça se tient. Smaragdus en latin, c'est un mot très, très connu qui veut dire l'émeraude et l'émeraude. Donc cette pierre verte, admirée par toutes les femmes de l'aristocratie romaine qui ne voulaient pas posséder une émeraude. Or, smaragdus, c'est un mot qui est emprunté au grec, smaragdos, qui devient smaragdus en latin, et smaragdos, en grec, c'est emprunté à une langue orientale probablement sémitique, c'est-à-dire de ces langues qui ont donné lieu à l'hébreu ou à l'arabe moderne, une langue d'origine orientale. Et par ailleurs, nous connaissons en Égypte, à une centaine de kilomètres de la mer Rouge à peu près, un site qui s'appelle le mont Smaragdus. Et on sait, par l'archéologie, on sait que cette montagne a été exploitée pour en extraire les pierres d'émeraude. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, on l'appelle souvent la montagne de Cléopâtre. On sait que Cléopâtre, je ne parlerai pas de Cléopâtre, hein, bien sûr, mais probablement que César avait admiré, entre autres, ses bijoux, et notamment ses émeraudes. Elle était passionnée par les émeraudes. Donc c'est une exploitation qui a commencé chez les Ptolémées, c'était le règne des Ptolémées. Cléopâtre fait partie de cette famille des Ptolémées, et une exploitation qui commence au IVe siècle avant Jésus-Christ et qui connaît un développement particulièrement important dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc juste avant César, juste avant l'aventure de César et de Cléopâtre, puis d'Antoine, César puis Antoine. Donc véritablement, chronologiquement, les choses s'agencent très bien pour la manière dont nous pouvons percevoir les choses. Il y a vraiment une chronologie là c'est assez rare en archéologie, en histoire, d'avoir des chronologies aussi certaines. On n'est pas à l'année près, mais on est, pour ainsi dire, à la décennie près. On connaît des smaragdus, alors ils sont connus uniquement dans des inscriptions. Aucun texte ancien ne mentionne le moindre smaragdus, ce qui veut dire quand même entre nous que smaragdus était un titre qui pouvait être honorable, et ça n'était pas un titre de la haute aristocratie romaine. Autrement, il aurait fait le titre de... Quand on voit quelqu'un qui s'appelle Smaragdus, on dit oui, c'est un bonhomme qui travaille dans l'émeraude. On ne se dit pas que c'est un porteur d'émeraude, comme on le dirait de Cléopâtre. Que ça soit bien clair. Hein. Il doit y exister en tout, 60-70 inscriptions romaines où apparaît le nom de Smaragdus, et sur ce nombre, une bonne cinquantaine sont à Rome. Ça va dans le sens de gens qui seraient originaires d'Égypte et ou employés à un moment ou à un autre dans les carrières d'émeraude, mais aussi leurs descendants, etc. Il faut rester très prudent à cet égard, et qui sont liés à l'émeraude. Alors pour notre smaragdus de la Bastille-l'Évêque, je ne peux pas jurer, je n'aurai aucune certitude sur le point de savoir si réellement il vient, lui, directement du mont Smaragdus. Parce qu'en fonction de ce que je viens de dire, il peut être fils de quelqu'un comme cela. Et donc il porterait le nom de son père. C'est un surnom. Et un surnom qui vient probablement plutôt du lieu, le mont Smaragdus, mais tout le monde savait que c'était la montagne de l'émeraude. Il porte plutôt le nom du lieu, comme souvent pour les surnoms romains, que le nom de la pierre. J'aurais tendance à penser qu'il est originaire de là, qu'il a sur place, certainement un personnage assez important localement, que sur place il a acquis une très bonne compétence minière, parce que c'était des mines, littéralement. Le mot latin metalla, alors on dit carrière pour les émeraudes, mais le mot latin metalla veut dire à la fois les mines et les carrières. Donc moi je crois assez plausible, sans certitude, que ce Smaragdus a été un responsable des carrières d'émeraude. Il a fait montre de toutes ses qualités, et il a été, j'allais dire, embauché
dans ce qu'on appelle la familia impériale, dans les groupes qui travaillaient pour l'empereur. Et il est envoyé à un endroit où il n'y a pas des émeraudes, mais où il y a aussi de belles choses, de l'argent, à la Bastille de l'Évêque. Donc c'est là la richesse de Cléopâtre qui passe à l'Empire, un peu comme 100 ans plus tard, 60 ans plus tard, 70 ans plus tard, la richesse des Rutènes passera aussi à l'Empire. C'est en quelque sorte une phase préparatoire, historiquement. Il est Villicus, c'est-à-dire intendant, régisseur, traduire par l'un de ces deux mots, intendant ou régisseur de l'ensemble du domaine. Le titre de Villicus, au sens de intendant et régisseur, est un titre très répandu, et ça vaut aussi bien pour le régisseur d'un domaine, par exemple d'une villa, comme on dit, c'est-à-dire d'un grand domaine, notamment agricole, chez un propriétaire privé. À moi, il me semble que sa fonction fait de lui un affranchi, c'est-à-dire un ancien esclave, descendant d'esclaves, et qui, à un moment, a été affranchi. Affranchi par qui? Affranchi par l'empereur. C'est ce qu'on appelle un affranchi impérial. Il faut se rendre compte que les affranchis impériaux sont des gens qui, au 1er siècle de notre ère, jouent un rôle de plus en plus important, notamment à l'échelle de l'Empire, à Rome même, ou dans les services déconcentrés. Ce qui est le cas de la Bastille de l'Évêque, visiblement. C'est un service impérial déconcentré localement. Moi, je crois que la splendeur de la plaque, l'importance des titres qui sont affichés, milite dans le sens des honneurs qui lui sont rendus, quand même, milite dans le sens d'un homme qui est au moins affranchi. À mes yeux, il est très probablement affranchi. A-t-il été affranchi à l'occasion d'une promotion à la Bastille de l'Évêque? Est-il affranchi depuis plus longtemps? Est-ce qu'il le devient pendant qu'il exerce ses fonctions? Je suis tout à fait incapable de le dire et rien ne nous permettra d'en être sûr. Et il gère un domaine qui est administré, où le travail est fait par des gens qui sont majoritairement, mais pas forcément tous, des esclaves ou des esclaves de l'Empire. C'est-à-dire sans doute eux-mêmes voués, dans bien des cas, à l'affranchissement. Nous n'avons pas de traces de sa carrière ultérieure, du moins de traces très claires. Il n'y a rien, il n'y a aucun texte, je le disais, il n'y a aucune inscription qui nous dise que le Smaragdus de la Bastille de l'Évêque exerçait une autre fonction et quelle autre inscription. Donc la réponse serait a priori négative. Et pourtant, comme souvent, nous connaissons par une autre inscription, une inscription de Rome, un Smaragdus, j'allais dire un autre Smaragdus, je mets autre entre guillemets, peut-être un autre, peut-être, c'est jamais le même. On voit que c'est une inscription qui est de toute façon du 1er siècle. La guerre de doute, c'est du 1er siècle de notre ère. Un Smaragdus qui a des fonctions tout à fait analogues. Il est Villicus, il a les mêmes titres à peu près, que c'est vraiment libellé à peu près de la même façon, de greniers, comme on dit, les aurea galbiana, de greniers de Galba, qui sont à Rome, dans le quartier de l'Aventin, qui sont assez connus. Ce sont d'immenses greniers dont on a les traces archéologiques. Évidemment, on n'a pas leur développement en hauteur, en largeur et en profondeur, mais on en a quand même les traces d'immenses greniers qui sont très proches des bords du Tibre, où effectivement, en passant par Ostie, les bateaux pouvaient débarquer les produits qui alimentaient la ville de Rome, où il y avait environ, on estime, 1 million d'habitants pendant tout ce siècle de l'Empire. C'est un chiffre fantastique. C'est une ville absolument gigantesque. Donc il faut nourrir cette ville. C'est une des premières des préoccupations de l'empereur. Ce qui fait d'ailleurs que si réellement il est responsable des aurea galbana, et à ce moment-là, sa fonction est particulièrement importante. Ça veut dire à ce moment-là que l'empereur, quel qu'il soit, lui fait confiance. Pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté chronologique en 2 mots simplement? C'est que les aurea s'appellent aurea galbana ou galbiana, donc de Galba, les greniers de Galba. Alors on connaît un Galba,
Le Galba qu'on connaît, celui qui est bien connu, c'est quelqu'un qui a été un empereur éphémère après la chute de Néron en 69 de notre ère. Donc si ce sont des greniers de Galba dans ce sens, évidemment, entre le règne de Tibère dans les années 20-30 de notre ère et puis 69-70, il est totalement exclu que ce soit le même. Ça pourrait être son petit-fils, oui, c'est pas totalement impossible, mais ça ne serait plus lui. La question c'est que les auréats peuvent porter le nom de Galba sans qu'il s'agisse du Galba qui a succédé brièvement à Néron à la tête de l'Empire. Si je ne tiens pas compte des données chronologiques, je me dirais, ce personnage, après avoir bien servi l'empereur chez les Rutènes pendant quelques années, on lui rend hommage. Peut-être que l'inscription dont nous parlons est son dernier haut fait, en quelque sorte, on l'honneur parce qu'on sait qu'il est peut-être promis à un avenir intéressant. Et à ce moment-là, il a une promotion avec la même fonction, mais à Rome et dans la gestion des aurea albana, qui sont des greniers extraordinaires à Rome, de préservation, de nourriture, de toutes sortes, c'est tout à fait possible. En tout cas, si j'avais à choisir pour lui, en admettant qu'il ne soit pas mort entre-temps, parce que le problème il est là, nous n'en savons rien. Si j'avais à choisir pour lui une suite de carrière, cette suite de carrière me conviendrait assez bien. Je le verrais assez bien dans des fonctions où, alors là, pour le coup, il serait affranchi et probablement ingénu, homme libre, là, pour le coup, à Rome, avec les fonctions de responsable d'un très grand grenier d'alimentation de la ville de Rome. C'est quand même là un poste de très haut niveau, même si ça reste un poste administratif subordonné. Il ne fait pas partie de la haute administration impériale, mais il est juste au-dessous. Vous me parlez d'un parcours possible, restituer un parcours possible. Allons-y, restituons un peu un personnage de roman, si on veut, mais un personnage de roman réaliste. On pourrait dire ça. On pourrait dire que le personnage peut être né autour du début de notre ère, un petit peu avant le début de notre ère peut-être, autour du début de notre ère, tout à fait début de notre ère, les toutes premières années, juste avant le début de notre ère, que à l'âge de 35 ans environ peut-être, à l'âge de 35 ans environ, après avoir, dans ces années entre 20 et 30-35 ans, été en Égypte, peut-être son pays natal, sans doute son pays natal, vraisemblablement, était un des mineurs, puis un des responsables de la carrière d'émeraude du monstre Smaragdus. Il prend le nom de Smaragdus, à moins qu'il l'ait hérité de son père, c'est possible aussi, car là il y a des traditions familiales, comme chez les mineurs de chez nous, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et donc il prend le nom de Smaragdus. À un moment, il donne tellement satisfaction dans ce haut lieu quand même qu'on regardait de Rome, parce que les émeraudes de Cléopâtre, les émeraudes des grandes dames de la société, on regardait là-bas. Et ce Smaragdus, il a retenu l'attention. Et quelqu'un a dit à Tibère, tu sais Tibère César, tu sais toi l'empereur, il y a là quelqu'un qu'il faudrait peut-être appeler auprès de toi. On a fait appel à lui et on savait de quoi on avait besoin. Parce que Tibère venait de s'accaparer à la Bastille de l'Évêque, comme en Espagne ou comme ailleurs en Gaule, des mines locales qui avaient été exploitées par les puissances gauloises locales, ce qui est Rutenentium, les Rutènes, la société des Rutènes. Et donc il lui confie l'administration de ces mines. Et puis, il y est quelques années, il donne quelques satisfactions, il se débrouille, il est responsable à la fois financier et technique probablement d'abord, mais financier aussi, donc ça veut dire qu'on lui fait véritablement confiance. Au bout de quelques années, les décurions sur place rendent hommage aux meilleurs d'entre eux, par cette très belle inscription, qui pourrait correspondre, toujours dans l'hypothèse dans laquelle nous nous sommes embarqués, qui pourrait correspondre au moment où il s'apprête à avoir une promotion. C'est tout à fait possible. La pierre est tellement belle, tellement romaine, tellement magnifique qu'on se dit ça récompense peut-être un moment de promotion. Donc il a sa promotion, et sa promotion, la promotion la plus haute dont il puisse rêver, c'est d'être carrément au centre de l'Empire, à Rome, dans
des greniers qui alimentent la population de Rome. Il ne pouvait pas rêver mieux. L'ancien exploitant de carrière d'émeraude qui devient le responsable du secteur d'alimentation de la ville de Rome au service de l'empereur. Si c'est le cas, c'est vraiment une très belle carrière. Si c'est le cas seulement.